Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Brains Need Fuel, un podcast qui va vous aider à approfondir vos connaissances générales et aussi d'alimenter votre esprit. Aujourd'hui, j'ai un invité d'honneur. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer lorsque j'étais au secondaire et depuis ce temps-là, il n'a pas cessé de gravir les échelons et aujourd'hui, il est un entrepreneur, cofondateur et vice-président de la compagnie WiseDay et il a aussi été nommé dans la liste de Forbes 30 Under 30. Alors sans plus tarder, commençons. Salut Tony, ça va bien? Ça va super bien toi? Yes, ça va bien. Avant même de commencer, je voulais te demander ton nom, il vient de quelle origine? Parce que Tony Morino, je te vois, je me demande un peu d'où ça vient ce nom-là. Oui, fait que je suis haïtien-cubain, donc je suis 80% haïtien puis 20% cubain. Okay. Donc mon grand-père, du côté de mon père, il est cubain, puis le reste de ma famille est haïtienne. Mais t'es pas le seul qui me le demande souvent quand je rentre dans une salle puis le monde sont un peu surpris de me voir. Tu sais, Tony Morino, tu penses que c'est un Italien pur, mais vraiment haïtien-cubain. Ouais, c'est ça. C'est une connotation un peu latino-italien, comme tu as dit. Tony, alors toi, tu es cofondateur de WiseDay et vice-président. Mais avant même qu'on rentre dans ce sujet-là, j'aimerais un peu toucher sur c'est quoi les domaines dans lesquels tu as travaillé avant de commencer ce projet? Oui, donc j'ai un parcours, je te dirais, qui est quand même assez atypique. J'ai travaillé dans différents domaines. J'ai travaillé dans le domaine de la vente, du recrutement, du loisir, dans la restauration. J'ai travaillé dans une multitude de domaines avant de vraiment focusser dans l'hypothèque. Puis malgré le fait que j'ai travaillé dans plusieurs domaines, ça fait presque 9 ans que j'ai de l'expérience dans le domaine des hypothèques. Okay. Donc, tu sais, comme je te disais, on pourra en discuter, je suis sûr et certain, durant le pod, mais j'ai eu vraiment un parcours atypique dans plusieurs domaines variés avant de me focusser vraiment à 100% dans les hypothèques. OK. Wow, c'est quand même impressionnant déjà là parce que justement, tu es jeune et tu as fait déjà 9 ans d'expérience de travail dans les ventes et ce qui est relié justement à l'hypothèque. C'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'impressionnant. En 2021, toi, avec 3 autres cofondateurs, vous avez décidé de partir WiseDay. Est-ce que tu peux me dire un peu cette idée-là est venue de où et qu'est-ce que vous faites justement à WiseDay? Oui, donc, tu sais, pour revenir un peu sur ce que je disais tantôt, j'ai travaillé dans le domaine de la vente pendant un certain temps. Je travaillais dans une institution financière où je faisais un peu les hypothèques, je touchais un peu à ça. Et par la suite, j'ai transitionné comme courtier hypothécaire dans une firme de courtage hypothécaire la plus grande au Québec et au Canada. Puis j'étais courtier indépendant. Donc, je faisais, tu sais, le travail de courtier, c'est vraiment d'aider les propriétaires puis les futurs propriétaires à vraiment trouver les meilleurs taux sur le marché, mais aussi les conseiller sur les meilleurs types de produits qu'ils peuvent obtenir sur le marché hypothécaire canadien. Parce qu'on le sait, quand tu veux obtenir un prêt hypothécaire, tu sais pas combien que tu peux emprunter, tu sais pas c'est quoi les conditions qu'ils font avec, tu sais jamais c'est quoi le meilleur taux que tu peux avoir, tu magasines de banque en banque. Donc, le courtier hypothécaire est vraiment là pour t'aider puis te guider à travers toutes ces étapes-là. Okay. Donc, j'ai travaillé comme courtier pendant, je dirais, 1 an, 2 ans avant de transitionner dans une autre startup qui s'appelle Nesto, où j'ai travaillé là-bas pendant, je te dirais, 3 ans. Donc, j'étais un des premiers employés à travailler chez Nesto. Puis c'est une startup, je te dirais, qui venait juste de commencer. Fait que j'ai été en mesure d'apprendre beaucoup comment ça fonctionnait, le capital risque, comment grossir une compagnie, bâtir une compagnie de rien. Puis après que mon aventure a été terminée avec Nesto, je voulais bâtir ma propre compagnie. Puis je regardais les différents verticaux. Okay. Est-ce que je continue dans les hypothèques? Est-ce que je vais travailler dans une autre compagnie? Puis ensuite, juste par comment la vie est faite, j'ai rencontré 3 autres personnes qui étaient vraiment dans le même optique que moi, qui voulaient bâtir quelque chose de similaire à ce que je voulais bâtir. Puis on a été capable de fusionner ensemble puis de dire, OK, ben on va bâtir WiseDay ensemble. OK. Mais tu as parlé justement, quand tu travaillais dans l'autre entreprise Nesco, c'est ça? Nesto. Nesto. Tu as eu après l'idée de vouloir commencer et bâtir quelque chose. Et cette idée-là, t'es venue parce que tu as travaillé dans un startup, alors tu as un peu compris c'est quoi qu'il faut pour le fonctionnement d'une bonne compagnie, comment une compagnie veut grandir, ou c'est quelque chose que tu savais depuis ton jeune âge que tu voulais être un fondateur ou un cofondateur de quelque chose? Oui, ben, tu sais, je pense que je l'ai toujours eu l'âme entrepreneur en moi. Okay. Quand j'étais très, très jeune, j'achetais, c'est un peu une histoire souvent que j'entends dans les podcasts, mais c'est mon histoire aussi. J'achetais des bonbons au dépanneur, puis ensuite, il y avait des personnes qui étaient dans mes classes, puis je leur donnais des bonbons. Je disais, OK, va échanger les bonbons contre des gommes à effacer, contre des crayons. Puis ensuite, moi, je rassemblais les crayons. Puis ça, c'était vraiment en début d'année, je rassemblais les crayons, les gommes à effacer, les études à crayons des élèves. Puis ensuite, j'allais devant le Dollarama qui était à côté de chez moi. Puis c'est vraiment à la rentrée des classes que tu peux faire ce type d'exercice-là. Puis
les personnes qui rentraient au Dollarama avec leurs parents, je disais, écoute, j'ai des crayons, puis des effaces, puis des coffres à crayons que je peux te vendre, puis je récoltais un petit peu d'argent comme ça, puis je disais, OK, ben, tu es capable de bâtir des choses par toi-même si tu le veux vraiment. Fait que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale en moi, puis j'ai beaucoup d'histoires comme ça où j'ai juste décidé de partir des choses par moi-même de rien. Fait que même si j'étais quand même dans certains cas un salarié, à certains moments de ma vie, j'ai toujours su qu'au final, il fallait que je bâtisse quelque chose par moi-même qui allait être dans la durée. Non, c'est une bonne manière de penser à avoir. Puis c'est impressionnant, mais j'aimerais même te demander, quand tu faisais ça, c'était plus au primaire ou c'était au niveau genre du secondaire? Ça, c'était au primaire. Je pense que j'étais en 5e année primaire. Puis, est-ce que tu avais déjà une bonne manière d'investir ton argent? Une fois que tu recevais l'argent, tu allais le regaspiller sur des bonbons ou des trucs comme ça? Honnêtement, je gardais mon argent, mais ensuite, je l'ai redépensé dans des choses inutiles, des chandails, des souliers ou peu importe. OK. Bon, on a touché sur comment le projet de WiseDay est parti. Est-ce que maintenant, tu pourrais expliquer un peu à l'audience, justement, c'est quoi que vous faites à WiseDay et pourquoi c'est autant considéré comme quelque chose d'innovateur au niveau du Canada? Oui. Donc, WiseDay, on est un prêteur hypothécaire résidentiel. Donc, quand vous achetez une propriété, vous avez besoin d'un prêt hypothécaire, moins que vous faites une offre qui est comptable, on va dire. Ça, je vous dirais que c'est moins de 2% des propriétaires, des acheteurs qui font ça. La majorité des propriétaires, ils ont une hypothèque. Puis quand tu veux une hypothèque, bien souvent, tu vas aller voir une banque comme la BMO, Desjardins, peu importe. Puis WiseDay, c'est un prêteur tout comme les banques que je viens de te nommer. Puis on offre les taux les plus avantageux sur le marché. Donc, si tu parles à un courtier hypothécaire d'une bannière, peu importe, WiseDay est un des prêteurs, un des choix qui est disponible présentement pour qu'ils puissent te référer à WiseDay, puis tu peux bénéficier des meilleurs taux sur le marché en passant par WiseDay. OK. Et est-ce que vous travaillez genre en partnership avec les autres banques ou c'est vraiment vous qui s'occupez aussi des prêts? Oui, donc on est à travers le canal courtier. Donc, ça veut dire qu'un client ne peut pas aller directement chez WiseDay, nous appeler et dire « je veux un prêt hypothécaire ». Il doit passer par l'entremise d'un courtier hypothécaire. Puis, on a des grandes banques canadiennes qui sont derrière nous pour qu'on puisse déployer ces fonds-là à tous les propriétaires à travers le Québec. J'aimerais parler un peu de l'importance justement d'avoir une équipe autour de toi. Parce qu'on sait qu'on ne commence pas un projet d'envergure comme ça en étant tout seul. Il faut des personnes et des piliers avec des rôles justement prédéfinis. Alors, c'est quoi l'importance que toi, tu trouves à avoir une équipe qui est solide? Je pense que c'est tout. C'est vraiment tout. Tu peux pas... C'est très dur de bâtir de quelque chose de solide tout seul. Puis si tu as la chance de le faire en équipe, c'est toujours mieux. Puis c'est d'avoir des personnes qui sont capables de se complémenter. Moi, j'ai mes forces. Un autre de des cofondateurs, il a ses forces aussi. Puis on est capable de se complémenter puis être sûr que chacun, on est capable de faire évoluer la business d'une façon qui est efficiente. Parce que tu peux, si une personne dans l'équipe d'exécutif et il a les mêmes skills que moi, ça peut aider, mais pour bâtir quelque chose de solide, vraiment, il faut que tu aies des individus qui se complémentent. Je pense que c'est ça vraiment la clé du succès. Fait que la team, pour moi, ça permet de déléguer, ça permet de prendre des décisions beaucoup plus éclairées aussi, puis vraiment juste d'aller plus vite, je te dirais en général. Mais c'est vraiment important que tu touches sur ça parce qu'on est dans une société aussi, je trouve que beaucoup de gens veulent être self-made ou ils se remettent un peu trop de pression à travailler eux-mêmes. Mais lorsque tu as une vision de quelque chose, c'est pas toujours que tu as une vision pour que toi-même tu puisses y arriver. Mais il y a des personnes qui jouent des rôles tellement importants pour t'aider à arriver à accomplir ces objectifs-là que tu te fixes. Justement, WiseDay, c'est une entreprise qui travaille partout au Canada, qui a des activités partout au Canada, si je peux dire ça comme ça. Si tu peux m'expliquer, parce que je sais que c'est pas facile justement aller chercher un capital au niveau des venture capital, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut appeler ça, les capitaux à risque élevé. Et c'était un peu quoi ce processus-là? Est-ce que vous avez reçu genre beaucoup de noms avant de pouvoir avoir un founding qui va vous permettre justement de déployer ce projet-là que vous avez? Oui, bonne question.
Je te dirais, quand tu bâtis une business, chaque business est différente, puis les moments dans lesquels que tu construis ou que tu bâtis ton entreprise peut influer aussi ton processus pour faire ta levée de fonds. Fait que, je te dirais présentement, peut-être il y a 6 mois, 1 an, ceux qui levaient des sous pour des compagnies d'intelligence artificielle, c'était beaucoup plus facile qu'il y a 6 ans quand le monde ne connaissait pas vraiment qu'est-ce que ça mangeait en hiver, l'intelligence artificielle. Fait que dans notre cas, nous, quand on a cofondé l'entreprise en 2021, on était dans une période où les taux d'intérêt étaient un petit peu commençaient à augmenter tranquillement. Le gros pic de la COVID, puis des taux à 1,1%, 1,30%, ils commençaient à être un peu passés. Puis c'était une période qui était un peu plus difficile, je dirais, sur le marché en général pour lever des sous. Mais on y allait étape par étape. Fait qu'on a construit un bêta. Ensuite, on a fait un MVP. MVP, c'est un produit que tu lances sur le marché vraiment sans une structure qui est lourde derrière. C'est vraiment juste pour voir est-ce qu'il y a un appétit pour ce type de produit-là que tu lances sur le marché. Okay. Puis on a eu une réponse rapide des consommateurs, puis il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par nos produits. Quand je dis des personnes, c'est des clients qui étaient intéressés par nos produits. Donc avec cette traction-là, on a été capable de démontrer ça à certains investisseurs. Puis une fois qu'on a été capable de prouver qu'on avait une traction qui était solide, on a été capable de lever des sous pour nous permettre de grandir l'entreprise puis de se déployer partout à travers le Canada. OK. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi la différence justement entre un courtier hypothécaire traditionnel et un peu ce que vous faites? Parce que si je comprends bien ce que vous faites, c'est vraiment plus au niveau en ligne et c'est un peu comme instantané. Alors, si tu peux expliquer un peu le processus et la différence justement entre un courtier traditionnel et ce que vous faites. Oui, donc les courtiers hypothécaires, il y a vraiment trois gros verticaux, je te dirais. Fait qu'il y a des courtiers hypothécaires traditionnels, ceux qui travaillent dans les bannières que vous connaissez, là, les multiprêts, Architect, Dominion, etc. Puis, il y a des courtiers hypothécaires en ligne. Donc, eux, ils font des prêts hypothécaires en ligne. Donc, c'est pas vraiment des grands comptes en personne. C'est beaucoup plus axé sur le service et moins sur les taux, on va dire. Okay. Puis, nous, avant, on était une firme de courtage hypothécaire. Donc, on était un courtier hypothécaire en ligne. Mais on a transitionné notre modèle d'affaires pour devenir un prêteur hypothécaire. Okay. Donc, maintenant, on fait plus de courtage. OK, c'est vraiment une transition qui s'est passée au niveau... C'est une transition qui s'est passée complète. Donc, maintenant, on fait des prêts hypothécaires pour les courtiers. Donc, avant, on était un courtier. Maintenant, les courtiers travaillent avec nous pour nous envoyer leur dossier. Puis, c'est maintenant nous qui déployons les capitaux pour les propriétaires québécois pour qu'ils puissent obtenir des prêts hypothécaires. Fait que c'est vraiment pour mettre ça en contexte pour les auditeurs, c'est tu commences comme un joueur de basket, on va dire. Tu commences comme un joueur de basket, puis finalement, tu owns une équipe de basket. C'est vraiment comme tu es un joueur, puis ensuite tu owns une équipe, puis c'est vraiment maintenant le monde qui t'envoie de la business pour que tu puisses faire les prêts hypothécaires. Fait que c'est vraiment différent. OK. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez, auparavant, vous avez déjà forecast? C'était un peu, ça faisait partie de vos objectifs, arriver là? Ou c'est vraiment plus un chiffre qui est arrivé avec la manière que vous faites vos affaires et tout? Non, ça a toujours été un de nos objectifs. Je te dirais l'objectif principal. Donc, notre but n'a jamais été de rester une firme de courtage hypothécaire. On a toujours voulu devenir un prêteur hypothécaire. Puis, je te dirais, c'est très dur de devenir un prêteur hypothécaire parce que ça demande énormément de diligence, ça demande énormément de capitaux. Puis, c'est juste pour te mettre en contexte, au Québec, il y a 14 prêteurs hypothécaires au Québec. Puis nous, on est devenu le 15e. Okay. Puis on est le 3e dans l'histoire du Québec. Je pense à avoir un siège social au Québec. Fait que, je dirais, il y a la Banque nationale, Desjardins, puis il y a nous. Je te dirais qu'ils sont des prêteurs hypothécaires avec un siège social au Québec. Fait que c'est vraiment, vraiment compliqué de devenir un prêteur hypothécaire. Puis on est super fiers d'avoir été en mesure de faire le leap puis de faire la transition de firme de courtage à prêteur hypothécaire. OK. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu c'est quoi les enjeux que vous faites face justement dans ce domaine-là d'être un prêteur hypothécaire et aussi c'est quoi peut-être les changements qui risquent d'arriver dans les prochaines années si jamais tu sais un peu? Oui, ben, je te dirais un des défis, c'est souvent quand tu es un nouveau prêteur hypothécaire, les clients ne te connaissent pas. Tu sais, si je dis Desjardins à n'importe qui dans la rue, ils vont dire « Ah oui, Desjardins, je sais qui. » Ils vont dire Banque nationale, je veux savoir c'est qui. Mais quand on parle de banque virtuelle, qu'est-ce qu'on est? Souvent, les clients, ils sont un peu plus réticents.
Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que WiseDay, c'est eux qui offrent on offre les meilleures conditions aux propriétaires. Fait qu'on offre, en cas de bris de contrat, les pénalités qui sont les plus basses, les taux les plus avantageux, les meilleures conditions. Puis on fait seulement de l'hypothèque. Fait souvent, tu sais, quand tu vas à la banque, tu as des saisons rayures, tu as des saisons CELI, tu as des saisons, etc. Puis c'est pas toujours que tu peux avoir un service vraiment dédié aux hypothèques. Fait que je te dirais que la compréhension des emprunteurs, des propriétaires, c'est ça qui est le plus dur à changer, mais on n'est pas les premiers à être une banque virtuelle. Ouais. C'est sûr que dans le canal courtier, eux, ils ont cette habitude-là à expliquer c'est quoi le type de prêteur qu'on est. Puis je te dirais que pour l'instant, c'est pas un enjeu qui nous dérange, mais c'est sûr que au fur et à mesure qu'on va continuer à grandir l'entreprise à travers le Canada, c'est sûr que certaines fois, on peut avoir un peu de friction, des fois, avec certains emprunteurs peuvent avoir de la friction à comprendre c'est quoi WiseDay. Puis qu'est-ce qui s'en vient dans le futur? Avec tout le open banking qui s'en vient, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour les Canadiens puis les Québécois d'avoir des économies sur leurs prêts hypothécaires puis avoir différents types de produits qui sont tous interreliés ensemble. Pour l'instant, la régulation est très dure à changer. Mais je pense bien que dans les 2-3 prochaines années, on va être capable d'être similaire à des modèles d'affaires qui se font en Australie ou en Angleterre, où l'open banking, c'est déjà quelque chose qui est présent puis qui permet vraiment aux propriétaires ou n'importe quel consommateur qui utilise des services en ligne de pouvoir faire des économies sur leur compte bancaire, sur leurs investissements, etc. J'ai entendu un peu parler de open banking. Je ne suis pas vraiment nécessairement trop familier avec ça. Je ne sais pas si tu en connais un peu plus, mais moi, de ce que j'ai compris de ça, c'est que, on va dire, une application, il y a une manière de connecter les fonds que tu as peut-être avec une banque, on va dire si je suis avec RBC, avec justement cette application en ligne peut-être pour gérer mes économies ou quoi que ce soit. Alors, je sais pas si je suis un peu... Ouais, ben, je te dirais que t'es pas loin. C'est vraiment juste avoir un open source de tes informations puis être capable de... Tu sais, présentement, si tu veux changer d'institution financière à une autre, ça peut être compliqué. Il faut que tu fermes ton compte, il faut que tu signes un papier, il faut que tes comptes, tu fasses des virements. Tu sais, c'est vraiment... archaïque un peu comment on fonctionne présentement au Canada, puis les personnes, ils pensent que c'est la norme. Tu parles d'open banking à la majorité des Canadiens, ils vont dire, je sais pas c'est quoi, mais dans le reste de l'Occident, je te dirais que c'est quelque chose qui commence à prendre beaucoup plus de popularité, puis le monde, il s'attend à avoir des applications qui offrent le open banking. Puis je te dirais, chez WiseDay, quand on était une firme de courtage hypothécaire, on était les premiers à offrir une préapprobation instantanée. Parce que souvent, quand tu veux une préapprobation, il faut que tu envoies des documents, il faut qu'on valide la documentation. Tu sais, c'est beaucoup... c'est pas paperless, c'est beaucoup de documentation papier que tu as. C'est moins sécuritaire, etc. Fait que nous, on avait essayé de vraiment changer tout cet aspect-là du processus. Puis on avait été en mesure de créer un produit qui s'appelait la préapprobation instantanée, qui nous permettait de se connecter directement à ton compte bancaire, puis d'aller valider les informations qui sont dans ton compte bancaire. Puis avec les informations qu'on est capable de valider en se connectant à ton compte, on est en mesure de décider si tu es capable d'emprunter pour 500 000, 600 000, 700 000, 800 000 $ sans avoir à te parler. Fait que tu cliques sur un bouton, notre système puis l'intelligence artificielle est capable de se connecter puis valider toutes les informations importantes. Puis en l'espace de 30 secondes, tu avais ta préapprobation, ce qui est un processus présentement qui peut durer 2 à 3 jours. Puis juste pour te montrer à quel point le open banking te permet d'aller beaucoup plus vite que le système présentement. Mais c'est fou comment les gens peuvent être des fois réticents au changement, mais surtout dans le monde où on vit, tellement que c'est fast-paced, je pense que la population devient encore de plus en plus confortable avec différentes méthodes de faire parce qu'ils comprennent qu'il y a tellement d'outils technologiques qui sont à notre portée qui nous permettent de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire hier et faire les choses autrement et d'une manière plus rapide, comme tu l'as dit. Pour ce prochain segment, j'aimerais toucher en novembre 2023, tu as été nommé dans Forbes 30 Under 30 dans la catégorie Consumer Technology. Alors, je voulais savoir pour toi, comment ça a été une fois que tu as appris la nouvelle? Parce que si je ne me trompe pas, je pense que tu l'apprends seulement une fois que l'article est publié, justement. Exactement. Honnêtement, je vais t'expliquer l'histoire complète parce que j'ai reçu tellement de messages. Je reçois encore énormément de messages de personnes qui
qui me demandent comment ça, tu as été dans Forbes, comment ça s'est passé, etc. Fait que je reçois tellement de questions, fait que je suis content que tu me poses ça, puis je vais pouvoir éclairer tout le monde là-dessus. Fait que, premièrement, c'est quoi Forbes 30 Under 30? C'est, je pense que la majorité des personnes connaissent c'est quoi le magazine Forbes. C'est un des magazines les plus prestigieux au monde. Puis, ils font à chaque année, ils font une reconnaissance des entrepreneurs ou des personnalités ou athlètes de moins de 30 ans qui ont un impact significatif à travers le monde. Puis, c'est un processus qui est vraiment, vraiment complexe. Donc, je te dirais que les chances de faire le magazine Forbes, le magazine 30 Under 30, tu as plus de chances d'être accepté à Harvard que d'être sur cette liste-là. Oh. C'est juste pour te montrer à quel point c'est vraiment, vraiment complexe. Il y a des personnalités comme Mark Zuckerberg, Rihanna, le fondateur de Spotify, Airbnb. Il y a vraiment la crème de la crème qui ont été sur cette liste-là. Puis pour moi, d'être sur cette liste, c'est vraiment un honneur si tu compares de où je viens à où est-ce que je suis présentement. Juste pour te donner un peu d'historique sur moi, je viens d'un quartier plus ou moins défavorisé, puis je ne l'ai pas eu nécessairement facile. J'étais dans les clubs de petit déjeuner, je prenais les paniers de Noël à chaque année. Puis quand j'avais 17 ans, j'allais au métro Namur pendant l'été à chaque semaine pour aller récolter des fraises, aller enlever les mauvaises herbes pour avoir quelques sous pour pouvoir payer mes affaires. Puis aujourd'hui, d'être sur cette liste-là, c'est vraiment un bel accomplissement. Puis c'est quelque chose que je vais toujours me rappeler, le moment que je l'ai su. Parce que c'est quelque chose que j'avais déjà parlé avec mes amis depuis déjà 1 an ou 2 ans. Je dis, écoute, pour l'année 2023, regardez ça, je vais être sur la liste de Forbes. Puis, il y en a qui riaient. T'es comme, OK, Tony, souvent, qu'est-ce que tu dis, ça arrive, mais là, c'est un peu un stretch. C'est un peu un stretch, celui-là, parce que vraiment, les odds que tu sois sur cette liste-là sont vraiment, vraiment basses. Puis, la catégorie dans laquelle que j'étais, c'est la catégorie où il y a des poids lourds qui ont passé sur cette liste-là. Comme je te dis, il y a les Mark Zuckerberg, il y a des gros noms. C'est là où toutes les startups passent, tout ce qui est technologique. Exactement. Puis c'est vraiment North America. Puis c'est pas comme Forbes Canada. C'est vraiment tu compétitionnes contre les gens aux États-Unis. Puis, c'est un processus qui dure à peu près 10 mois pour faire la liste. Fait que tu peux te nominer toi-même ou ça se peut que quelqu'un te nomine. Dans mon cas, moi, c'est les deux qui sont arrivés. Donc, je ne sais pas si c'est qui la personne qui m'a nominé. Merci à cette personne-là. Puis, je me suis nominé moi-même aussi. Puis, par la suite, c'est un processus qui dure vraiment, vraiment longtemps parce que c'est vraiment pointilleux. Il demande des informations sur ton entreprise, sur ton parcours, à quel point tu as un impact. Puis ensuite, tu as des entrevues avec les personnes qui sont de chez Forbes. Puis, tu as des formulaires à remplir, des questionnements sur c'est quoi que tu lis, c'est quoi que tu manges. C'est vraiment, vraiment un processus vraiment, vraiment long. Méticuleux. Puis ensuite, une fois que tu as fait ce processus-là, il y a une autre phase où ils disent, OK, t'es passé à la phase 2 du processus. Puis dans la phase 2, je te dirais, ils vont garder peut-être 50 ou 200 personnes pour la phase 2 dans ta catégorie. Puis ensuite, tu recommences une autre phase de questions, une autre phase de questionnement, d'entrevue. C'est comme si tu étais sur un test de polygraphe. On te demande des questions, puis ça... Puis, tu sais jamais, il te le dit jamais si tu es proche de faire la liste, si t'as aucun indice vraiment si tu vas faire la liste ou pas. Tu continues, tu prends juste le next step. Tu fais le next step, puis tu parles, OK, merci, bonne journée. Puis ensuite, 1 mois plus tard, hey, on aimerait ça te parler mercredi à telle heure, est-ce que tu es disponible? Puis tu es mieux d'être disponible. Puis, par la suite, silence radio. Puis, ils disent, OK, la liste va sortir le 23 novembre ou le 24 novembre. Puis là, je suis là avec mes amis, je dis, OK, la liste sort demain, ça va être le fun, je pense que je vais faire la liste. Puis là, la liste sort à 6 h le matin. Là, je vais sur la liste. Je vois que mon nom n'est pas là. Puis je dis, OK, j'ai pas fait la liste. Puis après ça, mon ami, il m'envoie une photo de moi sur le magazine. Là, je suis comme, oh my God.
J'ai dit que j'ai fait la liste Forbes, puis après ça, tu reçois des messages de Forbes, etc. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, mis à part toute la reconnaissance, puis j'ai reçu des beaux messages du premier ministre du Québec, ministre de l'économie, du monde aux États-Unis, des anciens amis, de la famille. J'ai reçu tellement de messages de personnes qui ça fait longtemps que je n'avais pas parlé. Mais aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui ont fait le Forbes 30 Under 30, on est tous sur un réseau qui s'appelle Slack, où est-ce que je peux communiquer avec n'importe qui qui a fait Forbes 30 Under 30 durant les 10 dernières années. Fait que tu as la crème de... un réseau, là. C'est un réseau qui est malade, puis... tous ceux qui ont fait Forbes depuis les 10 dernières années sont sur Slack, puis tu as un accès direct à eux. Tu envoies un message, hey, j'ai une question pour toi par rapport à cette business-là. Du monde qui sont au Botswana, qui sont en Afrique, qui sont aux États-Unis, il y en a d'autres qui sont au Canada. Fait que c'est vraiment une communauté qui est intéressante, puis tu as accès à des événements qui sont privés à New York, en France, etc. Fait que pour moi, c'est la partie que je trouve le plus fun, que je peux communiquer avec d'autres entrepreneurs rapidement, puis d'autres personnes qui ont un mindset similaire à le mien, avec qui tu peux communiquer. Fait que vraiment, c'est top. Okay. Tu trouves vraiment qu'il y a beaucoup d'aspects, on va dire, de ta vie ou juste de ta carrière professionnelle qui t'ont aidé justement après que tu aies fait cette liste-là, que les choses ont peut-être avancé plus vite ou tu as eu accès à différents conseils plus vite, tu dirais? Je dirais que pour l'instant, il n'y a pas eu de différence notoire, à part que des fois, je suis au restaurant, puis on regarde, hey, c'est-tu toi qui as fait Forbes ou il y en a qui viennent me voir, il y en a beaucoup qui m'écrivent pour des séances de coaching, etc. Je dirais que c'est plus ça qui a changé après avoir fait Forbes, mais après ça, ma vie en tant que telle, elle n'a pas changé. Au final, je suis quand même en train de bâtir une entreprise, puis 100% de mon temps il est dédié à ça. Fait que c'est ça, c'est facile. C'est facile d'être distrait, puis de dire, OK, ben laisse-moi profiter de ça un peu. Mais tu dois rester le plus focus possible, puis je pense que c'est vraiment ça la clé du succès pour l'instant. Oh, c'est impressionnant, pour de vrai, bravo pour ça. Merci. J'aimerais toucher un peu... On voit souvent, justement, dans la vie de tous les jours ou ce qu'on peut consommer dans les réseaux sociaux, les gens mettent souvent de l'avant les avantages à être un entrepreneur. C'est souvent mis de l'avant, c'est souvent vraiment comme glorifié. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens aspirent à être un entrepreneur. Mais on parle rarement des désavantages que ça l'amène. Et je pense que c'est un côté qui devrait être un peu plus parlé parce que nécessairement, je pense pas que tout le monde est appelé à être un entrepreneur parce que ça vient avec beaucoup de charges. J'aimerais te demander, toi, personnellement, comment est-ce que tu arrives à avoir cette balance-là de travail et vie personnelle? Parce que, en plus, tu travailles dans une start-up, alors je sais que les heures, justement, auxquelles tu travailles sont pas les heures ordinaires que quelqu'un qui a un poste dans une entreprise qui est déjà préétablie peut avoir. Oui. Puis je vais être transparent avec tout le monde. Je ne vais pas vous faire des fausses idées ou des fausses croyances. Moi, la balance de vie, je ne l'ai pas. Pour être transparent, je travaille de 7 h le matin à 10 h le soir, du lundi au dimanche. C'est vraiment pas des jokes. Je me lève à 7 h, puis à 10 h, au minimum, c'est là que je ferme mon laptop. Puis des fois, je suis debout jusqu'à 1 h du matin, puis je travaille à chaque jour. Puis c'est comme ça depuis les 2 dernières années. Il n'y a pas de journée off pour moi. Puis pour être transparent, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Dans le sens que quand je voulais être entrepreneur, puis j'ai dit que c'est ça que je veux faire de ma vie, j'étais préparé à ce type de balance de vie-là qui allait arriver. Pour moi, c'était pour le meilleur et pour le pire. Je savais qu'il allait avoir des ups, puis je savais qu'il allait avoir des downs. Puis je savais que j'allais apprécier les deux. Souvent, il y a du monde qui me parle, puis qui m'écrivent en DM, écoute, je veux faire la même chose que toi, je veux être entrepreneur, je veux faire ci. Puis après ça, je prends du temps avec certains d'entre eux, puis je leur pose des questions, puis je vois qu'ils sont pas prêts au down. Ils sont juste prêts au up. Ils sont prêts à tout ce qui va avec les sous, la liberté, etc., mais ils sont pas prêts au gros moments de stress, au doute. Fait qu'il y a les deux pôles, mais je te dirais que si tu sais que tu es fait pour ça, c'est que tu vas embrace les deux côtés de la médaille. Puis moi, je l'embrace à chaque jour. Parce que chaque jour, c'est un nouveau défi. Chaque jour, il y a quelque chose qui se passe. Chaque jour, tu dois régler une nouvelle situation. À chaque jour, the rent is due. So you have to make it happen all the time. So, moi, c'est pour ça que je dis que il y a plusieurs, comme je te dis, il y a plusieurs personnes qui me parlent
par message ou des gens que je rencontre dans les restaurants ou peu importe. Ils me disent, écoute, Tony, écoute, je suis prêt, give me a chance, regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, regarde ma business, regarde mon modèle d'affaires. Puis, OK, fais ci, exécute ça. Ah, c'est difficile. Ah, je suis pas sûr. Ah, puis là, je suis comme, écoute, je peux pas faire la business pour toi, right? Ouais. Mais faut que tu l'aies en dedans de toi, puis il faut que tu sois prêt à mettre du temps puis de l'énergie. Donc, pour répondre à ta question, la balance de vie, elle est pas là quand tu commences une entreprise. Au début, tu dois tout sacrifier. Puis quand j'ai commencé WiseDay, je l'ai dit à toutes mes personnes qui sont proches de moi, je dis, écoute, ça va être vraiment différent. Vous n'allez pas... Le temps que je passais avec vous, ça va être plus la même chose. Le nombre de fois que je parlais avec ma mère avant, que j'allais chez elle, que je passais du temps, maintenant, je peux la voir une fois par 3 semaines. Mon ami, avant, on était toujours ensemble, on parlait. Maintenant, c'est quoi, quand il m'appelle, je vais passer 2-3 minutes avec lui, puis ensuite, écoute, je dois raccrocher parce que je dois continuer à travailler. Fait que pour moi, c'est WiseDay, pour moi, c'est comme mon bébé. C'est vraiment, je lui donne tout. Je lui donne tout mon temps, toute mon énergie, tout mon effort. Puis ça veut pas dire que... C'est ça un peu la beauté puis la tristesse de tout ça, c'est que ça veut pas dire que à cause que tu fais ça, que tu vas nécessairement réussir. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça la partie que les futurs entrepreneurs ils doivent comprendre, c'est que des fois, il y a des contextes qui font en sorte que c'était pas cette business-là pour toi. C'était pas ce temps-là. C'était pas le bon moment, on va dire. Mais dans tous les cas, tu vas ressortir de là gagnant parce que tu vas avoir donné ton maximum. Ouais. Tu vas avoir tout donné, tu vas avoir connecté avec des nouvelles personnes. Tu vas avoir appris beaucoup sur toi. Tu vas sortir de là comme une nouvelle personne plus intelligente, plus wise. Tu vas être capable de... Pour ta prochaine entreprise, maybe this one is going to be the good one. Tu comprends? Mais dans tous les cas, WiseDay is going to be the good one. So. Yeah. Non, j'ai vraiment aimé le point que tu as touché. Le temps que tu passes justement avec ta famille ou avec tes amis ont changé, mais je trouve que tu as eu une certaine maturité au moins de appeler ces personnes-là qui sont proches à toi, comme leur dire que je rentre dans ce bateau-là, comme je démarre cette entreprise-là, c'est vraiment quelque chose que je vois aller plus loin avec ça. Alors, le temps que je passais nécessairement avec vous avant, ça va plus être le même. Mais le fait que tu as quand même été capable de communiquer ça, je trouve que ça rend... Même si ça va toujours être difficile pour eux aussi de voir que, OK, Tony n'est plus là comme il était avant, mais ça leur permet au moins de comprendre que, cette personne-là m'aime assez ou cette personne-là prend soin de moi assez pour venir me voir et me dire que les choses vont changer, tu vois, au lieu de juste peut-être les prendre blindside, de juste rentrer dans cette nouvelle étape de ta vie sans même les informer des répercussions que ça pourra avoir. Oui, exactement. Puis je pense que la communication, c'est tout. Tu sais, dans n'importe quel aspect de ta vie, la communication, c'est vraiment tout. Il y a des entrepreneurs que je connais. Tu sais, écoute, moi, j'ai juste laissé tout le monde de côté, puis je suis parti faire ma business, puis j'ai des mauvaises relations avec ma famille, j'ai plus les mêmes relations que j'ai avec mes amis, etc. Puis je pense que c'est pas la bonne façon de le faire, parce qu'au final, si tu es capable de communiquer, puis si les gens ils t'aiment vraiment pour la personne que tu es, puis qui croient en toi, ces gens-là, premièrement, ils vont trouver le temps de passer du temps avec toi. Tu sais, on va dire que je travaille de 7h le matin à 10h le soir un lundi. Mon ami qui veut venir me voir, il va être chez moi à 10h30, puis on va passer 1 heure ensemble. Tu sais, ou sinon... je m'en vais dans un restaurant, mais je sais qu'à 8h, pour moi, à 8h, c'est là que ça commence le fun. Ou à 9h. Moi, je sais qu'à 9h30, je dois être sur mon laptop parce que j'ai des choses à régler. Ben, au lieu de que lui, il reste là-bas avec les autres, ben, il va me faire la ride avec moi pour revenir chez moi, puis on va prendre le temps de discuter. Fait que je dirais que c'est juste important de communiquer l'information, puis communiquer dans quel état d'esprit que tu es, puis je pense que ça fait le tour. Au tout début, on a parlé un peu de mindset. Tu as dit que tu avais ce mindset-là justement d'entrepreneur depuis que tu es jeune. Moi, je te connais au niveau du secondaire. Je me rappelle quand tu étais au secondaire, tu étais un grand joueur de foot. Alors, j'aimerais savoir si... est-ce que le sport t'a amené une certaine discipline que tu as pu transférer justement dans le monde professionnel et dans ce que tu fais présentement? C'est sûr. Pour moi, le sport, ça a sauvé ma vie. T'sais. Comme je t'ai dit, j'ai pas eu une enfance qui a été facile. Puis je dirais que le sport, vraiment, c'est ça qui m'a gardé dans une ligne qui est super droite. C'est avoir cette discipline-là d'être là au gym à tard. Puis j'ai toujours été
un des leaders dans toutes les équipes de sport que j'étais. J'ai toujours été le capitaine, je devais montrer l'exemple. Puis quand on gagnait, c'était grâce à l'équipe. Quand on perdait, c'est de ma faute. Puis c'est toujours ça que j'ai amené. Puis j'étais fier d'avoir cette responsabilité-là. Puis, comme tu l'as dit, je pense que je n'étais pas si pire au foot. Puis mon rêve au départ, c'était de devenir un joueur de soccer professionnel. Puis malheureusement, ça s'est pas concrétisé pour plusieurs raisons. Premièrement, je n'étais pas assez discipliné. Je n'avais pas encore cette mentalité-là de gagnant à tout prix. Puis des fois, dans certains secteurs, le bateau, il passe, puis c'est très, très dur de le récupérer. Il y a d'autres bateaux qui passent, mais ils sont plus petits, puis plus petits, puis plus petits, puis c'est dur de faire le saut. Puis moi, mon bateau, il était passé. Fait que, puis j'ai su reconnaître ça, puis j'ai dit, écoute, ça va plus jamais m'arriver que je vais laisser le bateau passer. La prochaine fois que je vois le prochain bateau, je vais sauter dedans, mais vraiment avec tout ce que j'ai. Puis c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. C'est de dire, OK, là, le bateau, il passe, tu y vas, mais avec tout ce que tu as. Tu laisses rien sur la table. Tu donnes tout ce que tu as, puis comme ça, tu es sûr de pas avoir de regrets. Parce que encore aujourd'hui, j'ai encore des regrets de dire, si j'aurais donné un petit peu plus au soccer, si j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, peut-être que je serais allé à l'autre niveau. Puis j'ai encore ce regret-là en moi. Puis c'est un des seuls regrets que j'ai. Mais je me dis, écoute, la business, pour moi, c'est le sport ultime. Pour moi, il n'y a rien qui est plus difficile que réussir en business. Fait que je dis, écoute, là, j'ai trouvé une autre passion pour moi. Puis je vais me donner à 100% là-dedans, à 1000%. Je vais vraiment rien laisser sur la table. C'est pour ça que maintenant, j'ai fait un sacrifice de vie de dire que je donne tout pour la business. Mais c'est ça, comme... J'aime le fait que tu es capable de relier justement le sport à la business parce que ça prend du temps. Comme quand on écoute les histoires de personnes, les LeBron James qui ont réussi, ils n'ont pas eu la même enfance que beaucoup d'autres personnes ont eu. Genre, durant leur temps au secondaire, il faut que tu sacrifies quelque chose. Tu peux pas être... comme tu as l'école, tu as le sport, tu as les amis. Tu peux pas avoir comme les trois. Il y a quelque part où, OK, ouais, je peux pas pouvoir chiller avec mes amis parce qu'il faut que je m'entraîne. Et là, tu as pu, justement, avec peut-être, genre, le mal que ça t'a fait, justement, de pas avoir réussi ton rêve de vouloir jouer professionnel, tu as pu le shifter à ta business puis tu as dit, OK, ouais, le mal que j'ai eu à cause de ça, je peux le reproduire. Je vais faire les changements nécessaires justement pour que ça se reproduise plus dans ma vie. Puis, tu sais, s'il y a un conseil que je peux donner à tout le monde, c'est, la réalité, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Vraiment, il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose. C'est juste qu'il faut que tu aies la force. Souvent, quand tu es jeune, c'est beaucoup plus facile de trouver la force de commencer quelque chose. Plus tu attends, moins tu as de force. C'est là parce que tu as tout ce qui vient en jeu. Tu as la famille, tu as les enfants, tu as les responsabilités, tu as les hypothèques. Puis là, c'est OK. Là, ça devient plus risqué de faire le saut. Donc, quand tu es jeune, puis jeune, c'est relatif à chacun, mais quand tu te sens assez jeune, puis quand tu sens que tu as l'énergie pour le faire, puis tu es capable d'en prendre, c'est vraiment le temps de tout donner. Parce que j'en parle avec des personnes qui m'écrivent, puis ils ont 40, 45 ans, puis ils m'expliquent un peu, qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis je dis, écoute, tu es sur papier, qu'est-ce que tu me dis? Ça fait beaucoup de sens. Mais après ça, quand tu vas avoir un obstacle qui est vraiment, vraiment dur à surmonter, que tu peux surmonter, mais tu as d'autres variantes qui rentrent en jeu présentement. Est-ce que je vais vraiment pas prendre de salaire pendant 12 mois, puis j'ai une hypothèque à payer pour faire ma business qui fonctionne pour les 6 prochains mois, mais après ça se peut que je recommence encore. Est-ce que tu vas avoir cette énergie-là pour le faire? C'est différent de le faire à 20 ans, 25 ans, que de le faire quand tu as 40, 45 ans, puis, tu sais, qu'est-ce que je peux dire aux gens, c'est prenez le risque plus tôt que plus tard. Vous allez sortir gagnant de ça. C'est bien dit. J'aimerais savoir comment tu as fait genre, pour éteindre genre, les doutes, comme si voilà que peut-être ça vient justement de toi-même, que tu te doutes toi-même, ou surtout le doute que ça vient de l'extérieur. Tu as dit que tu es haïtien-cubain, alors comment tu as fait pour éteindre justement les doutes qui peuvent venir de toi ou qui peuvent venir aussi au niveau de ta famille? Parce que souvent les gens qui t'aiment, ils ont peur que quand tu vas dans une nouvelle aventure que eux ils ont jamais fait et qui connaissent pas nécessairement des gens autour de eux qui ont fait aussi. Alors comment tu as pu justement canaliser ces doutes-là ou les éteindre? Oui, je vais t'expliquer une histoire. Quand j'étais au secondaire, il y a un conférencier qui est venu à notre école. Il s'appelle, c'est pas un conférencier, c'est un athlète, il s'appelle Ali Jarba.
Puis il est venu à notre école, puis il expliquait son histoire, puis il expliquait qu'est-ce qu'il faisait, puis j'écoutais pas mal tout ce qu'il disait, puis il y a vraiment un point qui m'a marqué dans son histoire. C'est de dire, écoute, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a changé ma vie? C'est que j'écrivais mes objectifs sur un papier, puis je les mettais sur un mur. Puis, ça semblait banal, puis il l'a pas dit, il a pas mis une grosse attention par rapport à ça, il m'a dit, moi, c'est ça qui fonctionnait pour moi. J'écrivais mes objectifs sur un papier, puis je le mettais sur mon mur, puis à chaque matin, je le regardais. Puis j'ai dit, wow, ça a l'air banal, mais laisse-moi l'essayer. Puis je l'ai fait, au départ, c'est OK, je veux cette auto-là. Puis je le mets visible, vraiment, vraiment visible pour que tout le monde qui rentre dans ma chambre est capable de le voir aussi. Puis maintenant, je suis responsable parce que le monde s'attend à ce que j'atteigne mes objectifs. Puis si tu les atteins pas, ben là, ça crée des doutes envers vraiment ta parole. Qu'est-ce que tu dis que tu vas faire? Est-ce que tu le fais réellement? Puis je mettais toujours des dates précises. C'était pas, j'ai un objectif d'avoir une auto. Ça arrive un jour, tant mieux. C'est, OK, j'ai l'objectif d'avoir une auto. Cette auto-là, telle marque, tel modèle, dans les 8 prochains mois. Puis là, tous mes cousins, ils rentraient chez moi. Toute ma famille rentrait chez moi. Puis ils disaient, c'est une belle auto, là, que c'est pas n'importe quoi que ce que j'avais mis, tu sais. Puis chaque matin, je me levais, puis j'avais cet objectif-là devant moi. Puis je dis pas que l'auto, ça doit être une bonne objectif pour tout le monde, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste de le mettre là. Puis la réalité, c'est qu'après 6 mois, j'ai eu l'auto, le modèle, l'année que je voulais. Tout ce que j'avais marqué sur la feuille, il était là, puis chaque matin, je me levais avec cet objectif-là. Puis ensuite, ça a été réglé, j'en ai fait un nouveau, puis un nouveau, puis un nouveau, puis un nouveau. Puis après ça, les personnes, la perspective que les gens ont de toi, certains disent que c'est pas important, mais c'est quand même important. Qu'est-ce que le monde, il pense de toi? Qu'est-ce que ta parole, il vaut? Qu'est-ce que ta parole vaut? Puis, dans ma famille, je pense que en réalisant ces petits objectifs-là, ces petits milestones-là à chaque fois, ils ont compris que j'étais sérieux quand je parlais. Puis, c'est sûr que il y a des moments de doute pour ma famille, pour ma mère. Tu sais, j'ai lâché le cégep, j'ai lâché l'université, je suis parti travailler, j'avais 20 ans. Le courtage hypothécaire, maintenant, c'est populaire, mais quand j'étais jeune, le monde ne savait pas c'était quoi le courtage hypothécaire. Fait que t'es jeune, t'as 21 ans, t'as 22 ans, tu commences dans le courtage hypothécaire, ma mère est prise comme c'est quand qu'il va retourner à l'école, c'est quand qu'il va faire quelque chose de sa vie. Puis moi, je sais, au final, dans mon cœur à moi, que j'ai pris une bonne décision parce que je sais qu'est-ce que je veux faire. T'sais, j'ai toujours eu ce tunnel vision qu'un jour, je vais être cette personne-là, je vais réussir. Mais c'est pas facile pour le monde de le visualiser, mais j'ai toujours cru en moi. Puis depuis très jeune, j'ai toujours dit, s'il y a une personne sur qui que je dois bet, ça va être sur moi. Jamais sur personne d'autre. J'ai jamais bet sur cette personne-là qui a de l'argent pour venir me bail out si j'ai besoin de lui. J'ai jamais compté sur cet investisseur-là ou cet entrepreneur-là qui dit des belles paroles. Je dis toujours, je vais toujours bet sur moi pour réaliser des choses. Puis depuis que je suis tout jeune, c'est comme ça. Puis je pense que à cause de ça, ça a pu effacer les doutes de plusieurs personnes. Mais encore aujourd'hui, je suis le plus jeune propriétaire d'un prêteur hypothécaire à travers le Canada présentement. Peut-être à travers le monde, je sais pas. Puis ma mère, elle me dirait quand même, il est ton bac. c'est important pour eux. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des choses que tu peux pas retirer de certaines personnes parce que c'est comme ancré entre eux. Puis ça, je respecte ça, puis il n'y a pas de problème. Mais les doutes en tant que tel en disant, est-ce que je suis inquiet pour Tony? Est-ce que je suis inquiet qu'il va réussir? Non, ça, elle n'a aucun doute. Elle sait que no matter what, il va réussir à atteindre ses objectifs parce que c'est la personne qu'il est, puis il me l'a prouvé à 1001 reprises que quand il dit quelque chose, il le fait. Fait que je pense que ça, c'est important, que la parole est super importante. Oh, bien dit. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu un moment au niveau de ta carrière, peut-être avant quand tu travaillais ou même maintenant en tant qu'entrepreneur, où tu as eu une période d'échec et comment tu as pu bounce back de ça? J'en ai eu tellement. J'en ai eu tellement. Je pense que je suis la personne qui détient le record pour le plus de non que j'ai réussi. J'ai créé plusieurs entreprises à travers mon parcours. Je parle d'hypothèques, ça c'était vraiment sur la durée, mais à travers cela, j'ai créé différents types d'entreprises. Puis des échecs, j'en ai eu plusieurs. J'ai commencé une compagnie quand j'avais 19 ans, une compagnie
de tempo. Tempo, c'est les trucs que tu mets pour pas que la neige, pour protéger, pour pas que la neige tombe sur ton auto. Puis, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait les tempos. J'ai jamais installé un tempo de ma vie. J'avais pas de maison, j'habitais dans un appartement. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Mais j'ai dit, tu sais quoi, faut que je commence quelque chose, faut que je crée quelque chose. Puis j'ai commencé cette compagnie-là. Puis j'ai mis des annonces sur Kijiji, sur Facebook. Puis c'est parti en flèche en 2 secondes. Après 2 jours, je recevais des appels non-stop. Comment je vais installer mon tempo. Puis moi, j'ai aucune idée c'est quoi un tempo. J'ai aucune idée comment installer un tempo, OK? Il dit, je t'appelle, j'ai un tempo double à l'Assomption. Est-ce que tu peux en installer? Mes briques, moi, c'est comme ça. L'ancrage, aucune idée de quoi le gars, il parle. Je prends tout en note. J'appelle un gars sur Kijiji qui installe les tempos pour de vrai. J'ai dit, écoute, j'ai un tempo que je vais installer. Combien tu charges? Je décharge $240. Parfait. J'appelle le gars qui m'a appelé. Écoute, j'ai un tempo installé. Je te charge $300 pour le tempo. Est-ce que c'est correct? 280. OK, parfait, deal. Fait que là, après ça, j'envoie le gars que j'ai appelé sur Kijiji pour installer le tempo. Puis ensuite, je faisais le différentiel. Je faisais 40, 50$. C'était des petits jobs, etc. Puis, tu sais, dans ma tête, je dis, OK, je suis parti pour la gloire. C'est parti, là. OK. Ma première entreprise, puis it's a hit already. Première deal, je suis déjà profitable sur mon premier deal. Puis après ça, les problèmes, ils sont arrivés. C'est pas... puis, tu sais, je me vantais. Quand j'étais jeune, j'ai mon entreprise. Tu te vends, tu parles avec tes amis, il y a quelque chose qui fonctionne. Puis ça m'a rentré dedans. L'entreprise, elle a tombé après 6 mois, c'était comme c'était pas ce que j'arrivais pas à rejoindre les personnes qui installaient les tempos, j'arrivais pas à rejoindre les personnes, les gens étaient pas contents, puis j'avais des mauvais commentaires, etc. Puis l'entreprise est tombée, puis c'était mon premier échec, ma première entreprise, mon premier échec. Je me dis, écoute, peut-être que je suis pas faite pour être un entrepreneur, mais ça m'a passé à travers la tête pendant 10 secondes, puis je suis reparti sur une nouvelle entreprise. Donc, oui, j'ai eu beaucoup d'échecs. Il y a eu des remises en doute dans plusieurs entreprises que j'ai faites. Mais au final, quand tu crois vraiment que tu as qu'est-ce qu'il faut pour réussir, tu vas toujours te remettre sur tes 2 pieds et puis tu vas toujours repartir. Fait que c'est pas vrai que tu vas toujours être dans une pente comme ça va juste aller bien. Tu vas avoir des grosses pentes descendantes. Ça va remonter. Qu'est-ce qui est important, c'est que quand tu remonte seulement avec qu'est-ce que tu as besoin. Remonte pas avec de l'ego, remonte pas avec de l'arrogance, remonte pas avec que tu te penses meilleur que les autres, parce que quand tu redescends, ça va faire mal. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que monte seulement avec qu'est-ce que tu as besoin. Les bonnes personnes autour de toi. Rester humble. Reste humble quand tu montes. Comme ça, quand tu vas redescendre, parce que tout ce qui monte redescend. Quand tu vas redescendre, ça va être beaucoup plus facile pour toi de remonter encore, parce que ta chute, elle va pas t'avoir fait tant mal que ça. Ou sinon, quand tu vas redescendre au bon niveau pour pouvoir remonter encore. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est vraiment ça que j'ai appris beaucoup durant cette période-là quand j'étais plus jeune. C'est quand ça va bien, reste humble. Quand ça va mal, reste humble. Puis, tout va bien aller. J'aimerais savoir, est-ce que tu as des personnes, des figures justement inspirantes dans ta vie ou certains livres que tu lis qui t'ont justement aidé à shape peut-être la mentalité ou la personne que tu es aujourd'hui? Oui. Je sais pas si tu connais Tim Grover. Ouais. Tim Grover, il y a un livre qui s'appelle Relentless, qui est vraiment excellent. Ça parle beaucoup de Kobe Bryant, Mamba Mentality. Donc, je suis un grand fan de Kobe. Puis, je pense que c'est un livre qui m'a énormément aidé. Puis sinon, des mentors, j'en ai eu plusieurs à travers les différentes carrières que j'ai eues, durant mon chemin, tout simplement, les différentes entreprises, parce que je suis quelqu'un qui est très, très curieux. Je peux travailler dans l'entreprise la plus basique que tu peux passer, puis je vais quand même aller ressortir le meilleur de où est-ce que je suis allé de mon expérience. Je vais trouver une façon de parler avec le big boss, juste pour avoir un one-on-one avec lui. Je dis, écoute, paye-moi pas pendant 2 semaines, paye-moi pas pendant 1 mois, je veux juste parler avec toi pendant 30 minutes, juste prendre ton mindset, juste comprendre comment tu as bâti tout ça. Puis souvent, les personnes, quand j'arrive à les voir, ils sont comme, écoute, t'es le premier qui pousse autant pour me parler, tu sais, qu'est-ce que tu veux me dire? Je dis, écoute, je veux juste comprendre comment tu as bâti la business. Puis, tu sais, j'ai fait ça quand je travaillais dans un hôtel. J'ai fait ça quand je travaillais dans une start-up. Puis, c'est toujours la même méthodologie, c'est juste que les personnes, ils changent. Puis, tu sais, tu parles avec un millionnaire, ensuite tu parles avec un multimillionnaire, puis ensuite tu parles avec un milliardaire, puis ensuite avec un multimilliardaire. Puis, tu sais, c'est des conversations qui sont inestimables. Tu sais, les conseils que j'ai reçus
de la première personne, c'est pas la même personne, c'est pas les mêmes conseils que j'ai reçus du milliardaire. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui sont capables de t'amener de 1 à 10, puis il y en a d'autres qui vont t'amener de 10 à 100, de 100 à 100 à 1000, de 1000 à 10 000, puis ensuite, tu sais, c'est pas toujours les mêmes conseils, mais il faut juste que tu les prennes en bon moment, puis tu sois capable de les appliquer. Fait que c'est ça que j'essaie de faire le plus possible, puis c'est pour ça aussi que je reste disponible pour les personnes qui m'écrivent dans mes DM, des messages, parce que je sais qu'il y en a certains que je suis capable d'amener de 1 à 10. Tu sais, le 10 à 100, il faut voir que tu ailles le chercher par toi-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais j'essaie de rester disponible parce qu'il y en a tellement qui m'ont aidé avec des conseils, avec de la guidance, que c'est juste mon devoir à moi de pouvoir juste redonner ça. Tu sais. Mais j'ai aimé que tu touches sur ça parce que je trouve que le meilleur investissement que quelqu'un peut faire, c'est un investissement en soi-même. Tu vois, tu as dit, toi, tu voulais parler au big boss no matter what, même si on va dire, paye-moi pas pendant une semaine, paye-moi pas pendant 2 semaines. Mais je sais que l'investissement que je prends en allant parler avec toi pendant 1 heure, c'est que je veux retenir, c'est des leçons de vie que je veux retenir, genre toute ma vie. Et aussi, je trouve la plupart de la population, quand on parle de mentor, ils essaient d'aller trouver, OK, ouais, je dois aller trouver un millionnaire, je dois aller trouver quelqu'un super grandiose. Mais un mentor, pour moi, c'est seulement quelqu'un qui est déjà genre plus haut que toi tu es, comme quelqu'un que tu peux admirer et que tu aimerais être à la position que lui, il est. Il n'est pas nécessairement obligé d'être un millionnaire, mais s'il fait déjà 100 000 l'année, t'es comme, OK, ouais, je suis pas encore à 100 000, so, il y a quelque chose que je peux apprendre de cette personne-là. Comme tu as dit, de 1 à 10, après de 10 à 100, mais souvent, les gens veulent faire genre ce big gap-là, ils vont aller... de 1 à 1 million. Exactement, puis ça se fait pas du jour au lendemain, comme tu vas peut-être pas avoir la chance de message le gars qui fait 1 million, mais le gars qui fait 100 000, 70 000 que toi tu fais pas encore, t'as comme un reach de aller chercher, puis peut-être lui il va vouloir te parler. Mais tu sais pourquoi ça se fait pas, c'est à cause qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'ego. Tu sais, ils disent, OK, cette personne-là, elle est pas très loin de moi, je sens que je peux bientôt la dépasser, mais je vais pas prendre son conseil à cette personne-là. Puis c'est la pire chose que tu peux faire. Puis, tu sais, j'ai amené une nuance ici aussi. Tu sais, il y a beaucoup de mentors que tu vois sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, c'est tout. Il y a des. Je vais pas dire qu'il y a des scams, mais tu sais, il y a des choses que tu peux voir aussi qui sont pas vraiment toujours legit. Tu sais. Mais quand tu vois une personne, puis tu discutes avec une personne, tu dis, écoute, je veux vraiment. Tu sais, moi, je prends souvent les conseils des personnes que je veux être comme. Tu sais, il y a. C'est comme s'il y a différents super-héros. Il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a différents types de millionnaires, de milliardaires, de multimilliardaires. Mais moi, quand je parle avec un milliardaire ou peu importe, tu sais, sa réalité ou sa vie, même s'il est milliardaire, ça ne veut pas dire que je veux prendre nécessairement ses conseils à lui. Pour moi, c'est comme, OK, c'est tous des super-héros. Tous les milliardaires que je parle, c'est tous des super-héros. Tu sais, t'as Batman, t'as Superman, t'as Flash, peu importe, mais c'est quel super-héros que tu veux être. Puis c'est lui que je vais aller voir. Parce que chacun, ils ont des pouvoirs. Mais est-ce que je veux ses pouvoirs à lui ou je veux ses pouvoirs à lui? Fait que c'est important de vraiment te voir en cette personne-là parce que tu peux réussir comme lui, comme cette personne-là, mais tu veux pas vraiment être cette personne-là. Fait que faut vraiment faire attention aux conseils que tu prends puis la direction que tu prends. Puis c'est pour ça que, comme je te dis, quand le monde, ils m'écrivent puis ils me disent « Hey Tony, je veux être comme toi, mais tu me connais. » Tu me connais pas. tu me connais même pas. Puis c'est pour ça que j'ai de la difficulté à prendre certaines personnes au sérieux parce que tu fais même pas un vrai effort de connaître la personne avant de demander des conseils. Tu sais, c'est « Ah, comment je peux faire ça? » Mais tu sais même pas si je suis capable de t'amener là. Tu le sais même pas. Tu te bases sur qu'est-ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Fait que c'est un peu ça le travail que les gens doivent faire un peu, de dire « OK, c'est qui les vrais mentors que je dois prendre puis qui peuvent être en mesure de me guider à travers mon chemin. OK. Ben pour finir, j'aimerais te demander cette question-là. C'est un peu plus léger. Je pense que tout le monde a sa manière, genre, de spend de l'argent, gaspiller de l'argent. J'aimerais savoir, toi, est-ce que c'est plus au niveau des expériences, peut-être voyage, resto, est-ce que c'est plus les vêtements, plus les montres, plus les autos? C'est où que Tony aime gaspiller son argent, si on peut dire? J'aime pas gaspiller mon argent. J'aime pas gaspiller à la base. Non, mais pour répondre à ta question, j'aime pas gaspiller l'argent. Donc, je dépense pas beaucoup d'argent dans les restaurants à la base. C'est souvent plus dans des investissements. Fait que je vais acheter des montres. Je vais acheter des autos. Puis les voyages, je viens juste de commencer à voyager. Je pense, j'ai voyagé en Italie en 2022. Oh, nice. Puis c'était mon premier voyage
en Europe de toute ma vie. Puis à part ça, j'étais juste allé en Floride, je pense. Fait que je suis pas un grand voyageur, mais j'ai pris le goût à ça. Puis durant les prochains mois, c'est ça, certain que je vais voyager le plus possible. OK. C'est bon, mais Tony, je te remercie vraiment d'avoir pris de ton temps justement pour parler et je pense que l'audience aura vraiment beaucoup de choses à prendre de cette entrevue-là. Tout ce que tu as partagé justement de ton parcours à maintenant devenir un entrepreneur, comment pouvoir gérer justement les doutes, les attentes. Tony, si tu aimerais justement dire aux gens comment ils peuvent te rejoindre, si jamais ils ont besoin peut-être de conseils ou juste comment ils peuvent voir ton évolution, si tu as un site web, le site web de ton entreprise ou des réseaux sociaux. Oui, ben je vous dirais Tony Morino sur Instagram, puis sinon de regarder qu'est-ce qui se passe avec WiseD, puis éventuellement prendre un prêt hypothécaire avec nous quand vous achetez une maison. Alors cet épisode de Brain Need Fuel va être disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur tous nos réseaux sociaux pour ne rien manquer.